Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zenicast, le podcast made by Zenica. On est en décembre, la fin de l'année est quand même très proche et pour cet épisode, nous allons faire une petite rétrospective de cette année pour échanger avec du coup les invités que je peux avoir aujourd'hui sur ce qui nous a marqué dans l'année, que ce soit en bien ou on peut dire un peu moins bien. Alors du coup, pour la chance, j'ai aujourd'hui la chance d'avoir à mes côtés Aline. Salut Aline. Bonjour. Alors, je suis Aline, je suis développeuse web React Native depuis 2022 chez Groupe Dadoun et c'est toujours le cas aujourd'hui, voilà, suite à une reconversion. Super, et ben merci. J'accueille aussi Camille. Salut Camille. Salut, écoute, merci pour l'invitation. Je suis Camille Roux, développeur Ruby on Rails et surtout fondateur de Human Colors, qui est un centre de formation. Super, que je connais très bien parce que j'étais co-orga de Human Talk Nantes. Exactement. Et bien merci d'être venu. J'accueille aussi Théophile. Hello. Salut, moi je suis consultant data et formateur de temps en temps. Et aujourd'hui, tu es notre Omni Mystère avec tes lunettes noires. C'est ça, Merci on ne me Théophile. verra Et pas. c'est ça, tu seras caché. Et j'accueille aussi Julien. Salut Julien. Salut, merci pour l'invite. Donc, Julien, consultant Cloud DevOps chez Zenica depuis quelques mois maintenant, et auparavant SRE chez Talend et Blablacar. Ok, eh ben, bienvenue. Et du coup, pour ma part, Jean-Philippe Baconnet, consultant Zenica Nantes, dev, tech lead, un peu fan de pas mal de choses côté open source et fanat de veille technologique. Alors justement, comment faites-vous de la veille? Parce que là, on parle de rétrospective, mais comment avez-vous trouvé tous les liens, tous les actus que vous avez mentionnés, que vous allez nous raconter? Aline, comment tu fais ta veille, par exemple? Eh bien, de mon côté, je passe beaucoup par les newsletters. C'est limite ma source principale aujourd'hui. Pendant un temps, ça a été Twitter, mais il y a déjà un petit moment. Et je passe par des newsletters parce que je trouve que c'est bien pour trier vraiment les informations que l'on veut sur notamment des technos ou des sujets très particuliers sur lesquels on veut des informations quotidiennes, régulièrement. Et je trouve que ça permet de ne pas se mélanger sur un peu tout. J'utilise aussi beaucoup tout ce qui est documentation sur les langages qui m'intéressent. Parce que souvent, quand ils changent de version, ou qu'il y a des nouveautés, vous avez toujours une page avec les nouveautés qui sont décrites dessus, ce qu'elles font, pourquoi c'était retravaillé de telle ou telle manière. Donc voilà, pour ma part, c'est beaucoup au travers de ces outils-là, tout simplement. Ça marche. Et Camille, toi, tu fais des articles récap de la veille que tu fais. Alors, du coup, je suis curieux de voir comment tu t'organises. Ouais, écoute, j'ai donné une conf au DevFest Toulouse assez récemment justement sur un peu quand je m'y prends pour faire la veille. J'essaie de promouvoir un petit peu un retour à une veille sans les algos. Surtout à un moment où on questionne énormément les algos des réseaux sociaux. Et je trouvais ça intéressant de se demander comment on fait pour faire de la veille, mais où on choisit vraiment ce qu'on voit et on subit pas, et même on peut voir ce qu'on a envie au moment où on a envie. Je suis passionné de photo, j'ai pas forcément envie de faire ma veille sur les nouveaux objectifs au même moment que je fais ma veille sur les dernières versions du Ruby on Rails par exemple. Et avec Twitter, c'est un peu compliqué, il faudrait faire des listes où et personne ne le fait, ou plein de comptes et personne ne le fait. Ouais, du coup, j'avais fait une con sur InnoReader, c'est un outil que j'aime bien, mais il y en a plein d'autres et c'est pas très intéressant lequel on choisit. Mais du coup, il y a des outils où on peut mettre des flux RSS qui vont donner probablement une sensation assez similaire au fait de faire de la veille avec des newsletters, par exemple. D'ailleurs, ces outils permettent aussi d'intégrer des mails et du coup, c'est trop bien parce qu'on peut consulter plein de médias différents de la même façon. C'est qu'on peut mettre des réseaux sociaux, donc s'il y a quelqu'un qui fait une veille super ou le compte d'une techno qui n'a pas de blog, ben, on peut aussi le suivre. Et du coup, je sais pas, j'ai un répertoire Ruby par exemple que je consulte et ça me permet de voir toute la veille Ruby que j'ai envie. Ça permet aussi de faire un peu de tri dans la masse. C'est ce que j'expliquais dans ma conf, c'est que il y a plein d'agrégateurs et je trouve que c'est aussi une très bonne façon de commencer sa veille quand on ne sait pas trop où aller. Typiquement, Journal du Hacker, Hacker News, Lobster si on parle en anglais. Il y en a un chez Human Coders qui s'appelle Human Coders News qui est là depuis 14 ans. Et c'est des très bonnes façons de trouver des nouvelles sources intéressantes. Et ben voilà, des outils comme InnoReader permettent d'avoir un score de popularité des articles, par exemple, pour savoir lesquels aller lire en premier. On peut mettre des filtres. On peut avoir un résumé par IA maintenant. Et du coup, plein de fois, j'ai pas besoin d'aller lire l'article directement. Je peux juste voir un petit résumé. Et donc voilà, il y a plein de façons intéressantes et modernes de faire la veille. Et je trouve ça intéressant
de pas subir l'algo de X et de reprendre un peu la main dessus. Ouais, j'approuve totalement InnoReader et c'est vrai que, comme tu disais, Aline, avec Twitter qui, bon, qui a quand même vacillé un petit peu, c'est quand même pratique de revenir au flux RSS, truc qui existe depuis super longtemps. Moi, je suis revenu aussi au flux RSS. C'est la base de ma veille. J'utilise NetNewsWire. Je pense qu'il y a moins de fonctionnalités, mais ça marche aussi très bien. Et j'avais un problème, c'est que je notais beaucoup de liens qui m'intéressaient et tout au fur et à mesure. Et sauf que j'allais jamais les reconsulter ou aller retourner dans ces onglets. Et du coup, j'ai développé un petit outil qui s'appelle PushURL, où en fait, ça me crée mon flux RSS avec mes liens, donc je me l'ajoute et ça me fait une liste. Et après, dans mon agrégateur là, de flux RSS, je me suis abonné à ça. Et du coup, je fais mon propre flux RSS. Et ça marche plutôt pas mal, du coup. Mais en plus de ça, je trouve que les meet-up et même les discussions pendant les pauses ou enfin, au boulot et tout ça, bah, ça marche vachement parce que finalement, beaucoup de nos collègues font de la veille aussi. Et c'est même de la veille plutôt filtrée. Donc, bon, ça peut être intéressant, ça permet aussi d'aller sur des sujets auxquels on n'est pas forcément abonné. Et donc, de rester ouvert sur tout le reste. Ok. Et donc, moi, de mon côté, je m'appuie pas mal au final sur mes collègues dans ma veille, justement. On parlait Théophile. Il y a beaucoup de gens qui en font et en fait qui postent les liens, que ce soit chez Zenica ou chez les clients, et je m'alimente comme ça. Après, InnoReader, je l'utilisais beaucoup pour le perso avant et en fait, je m'en suis lassé. Donc, c'est plutôt l'inverse. Je l'ai un peu abandonné, InnoReader. Euh, mais voilà, donc moi, beaucoup les collègues. Et après, sinon, le fil d'actualité Google que j'avais un peu customisé, mais pareil, en fait, je me retrouve avec du perso, du boulot. Enfin, c'est tout un mélange. Donc, quand je suis en vacances, je me retrouve avec des trucs de boulot. Ça m'embête un peu, on va dire. Donc non, mais je réfléchissais aussi en ce moment, dans ma mission, je suis à train intégrer N8N chez mon client, c'est partie de mes missions là, et il y a pas mal de choses à faire avec. Bon, par contre, le seul truc que ça me dérange, c'est que ça fait appel à de l'IA. Donc, on peut faire des choses pas mal avec pour faire du filtre. Par exemple, moi, je cherchais les dates de concert sur Nantes. J'en ai marre d'aller sur plein de sites et tout pour voir ce qu'il y a. J'aimerais bien que quelqu'un le fasse à ma place, mais je me dis que à chaque fois, je tue un peu plus la planète en faisant une query. Donc voilà. Donc non, en ce moment, c'est plus mes collègues et mon flux d'actualité Google. Et ben moi, par rapport aux newsletters, justement, je reçois trop de newsletters dans ma boîte mail perso et en fait, ça commence à me déranger, même si j'ai fait un filtre. Je vois que là, par exemple, j'ai 170 mails de veille non lus dans ma boîte perso et c'est vrai que ouais, je commence à me dire, au final, peut-être les déporter dans un outil que j'ouvrirai que dans le cadre pro. Alors bon, Julien, tu as parlé d'IA, on va être obligé d'en parler quand même, parce que dans l'année 2025, il y a eu quand même beaucoup d'IA. Alors là, l'idée, on va quand même faire un peu court, parce qu'il y a plein de choses en dehors de l'IA. Et bon, on va en parler un petit peu, mais Julien, qu'est-ce qui s'est passé sur l'IA en 2025? En résumé, parce que... L'IA, il y a un premier truc qui a été très important, qui est sorti fin 2024, qui a été lancé, c'est les MCP. Par Anthropic. Ça a été un gros truc. Tout le monde part dessus. C'est un peu la fête. Bon, un peu trop la fête, je dirais. C'est pas du tout sécurisé pour les appels web aujourd'hui. C'est compliqué, mais c'est quand même très intéressant. Ça permet permet d'exposer une API compatible avec un LLM. Et donc c'est vachement bien. Ça permet de faire interagir ton LLM avec ta base de données, etc., enfin d'autres outils, de manière assez programmatique et restreinte. Tu lui donnes pas tous les accès, tu gères ce qu'il peut faire. Et donc associé à ça, il y a tout ce qui est agent to agent aussi qui sort. Il y a un super code lab qui a été fait par les DevRel de AWS là-dessus, sur comment faire un game master qui permet de parler de MCP, de agent to agent, qui est super intéressant. J'en parlais juste avant, c'est N8N. N8N en plateforme d'automatisation est vraiment en train d'exploser aussi, et ils explosent aussi en grande partie grâce à l'IA. Et donc c'est très intéressant. Et là, je l'intègre chez mon client, pas forcément pour de l'IA, pour de l'ETL dans un premier temps, mais il commence à avoir des use cases IA.
Et quand on a Azure et qu'on peut avoir ses propres LLM instanciés pour soi, non publics, ça peut être intéressant aussi. Et puis on peut mieux maîtriser les coûts et vraiment affiner sur le nombre de tokens qu'on envoie, etc. Autre point très intéressant sur l'IA, c'est la montée en puissance de Claude Code et de tout l'assistant de coding. Alors perso, par exemple, il y a aussi des défauts. J'ai désactivé, moi je suis sur VS Code, j'utilise Copilot. J'ai désactivé l'agent, enfin l'autocomplétion de Copilot. Elle est insupportable. La moitié du temps, elle me propose des choses qui m'intéressent pas et des fois je suis entré, enfin je perds du temps. Donc, et puis ça fait aussi des petites économies pour la planète. Ça évite de tout envoyer en temps réel sur, sur le LLM. Mais voilà un peu tout ce qui se passe aujourd'hui. Ça tourne autour de ça. Ça Puis bouge aussi très la, vite. il y a aussi Et voilà. les guerres entre les différentes compagnies. Tu parles de Cloud Code, mais il y a quand même pas mal de boîtes qui se challenge Ouais, et se tirent, entre guillemets, je sais pas si c'est vers le haut, mais vers amener des modèles et des outils de plus en plus performants. je sais pas si ça va vers le haut. Ça bouge de partout. Bah, il y a une bulle, hein, clairement. Mais après, la difficulté, et ça se ressent de plus en plus, c'est quelle est la plus-value de tout ça? Dans notre travail quotidien de dev, des premières études sont sorties côté MIT et Dora Foundations. Et globalement, ce qu'ils disaient, c'est que les développeurs pensent être plus productifs, mais, mais au final, c'est un biais parce que eux, dans ce qu'ils ont mesuré par rapport à des métriques, et ben, c'est un peu l'inverse, c'est qu'en fait, ils sont un petit peu moins productifs. Alors les études, elles datent déjà il y a quelques mois, hein, je sais pas ce qui est ressorti depuis, mais voilà, je pense qu'il y a un côté waouh et c'est la hype et tout le monde va dessus. De toute façon, tous les produits qui sortent, faut qu'il y ait le mot IA dedans, sinon ça marche pas. Je pense on va faire un moment, on va retomber sur nos pieds et ça va redescendre comme d'hab, quoi. Dans combien de temps, je sais pas. Et voilà, et trouver des Et, vrais usages à l'IA dans notre boulot, et va falloir. moi, ça me fait penser un peu au cloud, où quand le cloud est sorti, on mettait tout sur le cloud, et puis après, on se retrouvait avec une facture monstrueuse. Là, du coup, avec Ouais, l'IA, forcément, la problématique, alors sécurité, c'est sûr, côté environnemental aussi, mais on voit cette année quand même comment ça s'appelle, les tiny models, là, qui du c'est ça, coup, où on voit qu'après avoir déployé des gros modèles, on est en train de se dire, ouais, ok, faut peut-être avoir des choses qui tournent plus rapidement, qui soient peut-être plus petits, plus tout à fait. adapté à notre contexte, et je trouve ça intéressant, et je Bah pense que l'approche agentique est un peu issue de cette, philosophie, je trouve. Bah, c'est ça, ça en parle de plus en plus. Moi aussi, je suis assez aligné avec ça. C'est qu'à terme, les LLM généralistes, c'est bien beau, mais c'est pas spécialisé et ça sort pas mal de bêtises. Je suis capable de te faire mentir Claude, Gemini et ChatGPT sur une question qui est, change-moi le changelog, donne-moi le changelog du chart, Grafana. Les 3 vont me mentir, ils vont me dire qu'il y a un fichier changelog.md qui existe, mais il n'existe pas. Voilà, c'est juste tout con, mais on peut facilement les faire mentir encore. Et derrière, par contre, des petits modèles spécialisés, par exemple, entraînés sur spécialiste Go, spécialiste Rust, spécialiste Renovate, enfin, tout ce qu'on peut imaginer qui pourrait tourner en local ou sur notre CI, sans envoi de données partout dans le monde. C'est vraiment un truc qui est intéressant en termes d'ouverture et j'espère qu'on va aller vers ça, plutôt que sur ces grands modèles qui aspirent tout. Et faites attention, hein, ne jamais copier-coller un token dans VS Code, hein, ça part dans le net, hein, tout de suite, hein. C'est un petit peu dangereux. Ça marche. Est-ce que justement, tu parles de productivité, moi je sais que je suis un grand testeur de tous les trucs nouveaux, justement, et côté Google, leur plateforme agentique est quand même assez incroyable. Côté GitLab, ils ont aussi une plateforme agentique qui du coup, pour le moment, est payante, donc voilà, c'est pas accessible à tout le monde, mais qui amène quand même de la productivité, et pas que au niveau du dev, et je trouve ça en tout Mmh. cas intéressant comme approche. Mais l'effet waouh, clairement, c'est sûr. On a tous perdu du temps à tester. Chez mon client, on avait Jiminy Code Assist. On s'est amusé à juste faire des prompts pour voir ce que ça donnait, voir un peu la pertinence sur des cas non tech, et on n'était pas très productif pendant ce moment-là, c'est sûr. Là là, chez mon client, ils commencent à mettre à faire des vrais use cases associés à l'IA, mais sur des tokens, où ils essayent vraiment de maîtriser les coûts, de réduire à mort, les interactions et cetera, pour que ça coûte le moins cher possible, sur des trucs très précis, pour essayer d'être le plus répétable possible. Voilà. Après, il y a un problème, c'est que les LLM, c'est probabilistique et nous, dans notre métier, on aime beaucoup le déterminisme. On parle beaucoup d'agentic CI. La CI est un des lieux les plus déterministes que l'on souhaite avoir, c'est qu'on veut que ça soit répétable,
avec de la qualité et qu'on ait le résultat attendu et pas peut-être. Voilà, ça va être un peu les défis de tout ça et moi j'attends de voir parce que je sais pas si vous en avez, mais par exemple en Agentic CI pour l'instant, on en parlait, dans ma mission, on voit pas trop de use case pour nous. Je sais pas si vous en avez ou pas du tout? Non, pas de mon côté, non. C'est ça, beaucoup de Mmh. promesses pour l'instant, attendons de voir les résultats et on voit. Exactement. Je sais pas si vous avez, autre chose à rajouter sur la partie IA, sinon on avance. Du coup, si on parle, OK, il y a la partie hype, on va parler de nouveautés et cetera, mais il y a aussi la partie, formation qui est intéressante parce que souvent quand on fait des formations, on parle souvent sur des sujets qui sont bien installés. Camille, avec ton entreprise Human Coder là, qu'est-ce qui a bien marché en 2025 en termes de formation? Ouais, effectivement, je trouve intéressant de regarder les stats de formation parce que quand une techno naît, les gens viennent pas voir des centres de formation pour s'y former. De toute façon, il n'y a pas de formation et il n'y a pas de formateur. Même quand on est en mode un peu phase early adopters, là non plus, c'est plutôt des startups, des gens qui sont très curieux qui vont s'y former en premier. Et en fait, l'information intervient quand la techno devient plus mainstream, quand une boîte a quelqu'un en interne qui dit OK, ce projet-là, il faudrait qu'on le fasse dans telle techno, mais mon équipe n'est pas formée. Et là, c'est l'équipe qui va être formée. Donc c'est intéressant parce que c'est un marqueur un peu de maturité peut-être de la techno, en tout cas, qui commence vraiment à se déployer en entreprise. Et d'ailleurs, enfin, c'est intéressant parce qu'il y a un petit décalage aussi, c'est que même s'il y a un plateau, du coup, s'il n'y a pas besoin de former de nouvelles personnes, ça n'empêche pas que la techno puisse être toujours utilisée, mais il n'y en a pas plus, et du coup, le nombre de formations baisse. Du coup, pour rappel, Human Coders, c'est 200 formations, du coup, ça permettra d'avoir une idée d'un peu des stats que je donne après. Et donc, on forme 1000 participants par an, ce qui permet déjà d'avoir un petit panel représentatif. Les grosses actus de cette année, c'est tout d'abord l'intégration de l'IA dans les apps. On en parlait tout à l'heure. On a une formation phare, LLM et RAG, qui est très en avant là-dessus. Comme il était souligné tout à l'heure, on a aussi besoin des fois que ce soit pas de l'IA et que ce soit quelque chose de constant. Et donc, il y a toujours beaucoup de data science et de machine learning qui est donné. Ça reste un des fondamentaux, avec du coup beaucoup de Python, parce que ça amène généralement beaucoup de Python. On note un gros pan cybersécu. Ça, c'est en explosion depuis quelques années. On avait une formation qu'on appelle hacking et sécurité des applications web. Et ça, vraiment, elle a explosé ces dernières années. On l'a développé sur mobile, on a développé du pentest. C'est vraiment des choses très demandées. On a aussi, là, c'est une augmentation très récente sur les IDE agentiques. On accompagne des boîtes qui font cette transition. Et ça, c'est assez massif. Donc Cloud Code, Copilot, Cursor, et c'est vraiment une volonté de notre part de pouvoir les accompagner parce que je pense que pendant un petit moment ça paraissait simple et en fait maintenant il y a vraiment plein d'options et du coup on peut commencer à mal s'en servir ou en tout cas le sous-exploiter de fou malade. Et du coup voilà, on a vraiment réfléchi à ces formations-là. Alors c'est pas évident parce que du coup c'est très récent, ça bouge énormément, donc c'est des choses très particulières parce que c'est flottant. Et ça nous a mené d'ailleurs à une autre réflexion ces derniers mois, on a aussi une augmentation du nombre de participants qui viennent avec des idées agentiques en formation. Ces idées agentiques, en fait, ils sont capables de faire la plupart des TP de toutes les formations qu'on a au catalogue. Le but du jeu n'est pas du tout de les fliquer, mais c'est de poser la question de comment ils ont aussi une bonne expérience. Par exemple, est-ce que demander à une IA de coder, c'est pratiquer? Parce qu'on dit souvent que pratiquer, c'est comme ça qu'on apprend. Donc ça nous a mené à plein de questions et du coup on a essayé vraiment, on s'est cassé la tête avec tous les formateurs à repenser nos formations au temps de l'IA. Et du coup on a mis un petit badge maintenant qui s'appelle IA Friendly où c'est toutes les formations sur lesquelles on a vraiment réfléchi à comment on pouvait les repenser au temps de l'IA. Par exemple, ça peut être donner un agent.md pour les formations C++ parce que les IA sont pas très bonnes pour faire du C++ moderne par défaut. Ça peut être aménager des TP. Avant, on donnait un boilerplate par défaut. Maintenant, on peut le générer par exemple, et du coup, ça apprend ça. Et ça permet plein de liberté. Et le but du jeu, c'est surtout qu'on ait plus de temps humain au final. Et c'est ça qui est trop bien, c'est que finalement, grâce à l'IA, on peut avoir plus de temps libre avec le formateur, parce qu'on gagne du temps sur plein d'autres parties. Donc, il y a une grosse réflexion là-dessus.
Et après, on remarque aussi toujours Go, Rust et C++ qui sont vraiment en tête aussi. Donc, c'est grosse demande là-dessus. Beaucoup de front, bien sûr. Vue.js, React, Next, Angular en baisse. Beaucoup de TypeScript probablement lié à tout ça. Et en DevOps, on a encore beaucoup de Docker. Ça reste aussi dans les formations phares. Par contre, on voit une baisse de Kubernetes. On en parlait avec Jean-Philippe tout à l'heure. Voilà un petit récap de ce qu'on peut voir en 2025, les grosses tendances, quoi. Ah yes, et côté, justement, je vais rebondir sur 2 items sur la partie Cube. Ouais, c'est vrai qu'à Zenica, moi, j'avais l'impression qu'on avait aussi moins de formations Cube, même si il y en a quand même encore beaucoup. Et ouais, on a eu des demandes qui ont été faites par les clients pour faire des formations autour de l'IA et justement l'IA, pour savoir bien utiliser l'IA en tant que dev, donc avec Copilot ou autre. Mais je ne sais pas si on les a encore donnés, j'ai pas eu de retour. Et le deuxième point, c'est par rapport à Angular. Ça me fait penser nous, on a eu un directeur technique de Lille, c'est Nicolas Delceau, qui a fait un outil, qu'on paye plusieurs personnes, mais le Tech Lab, où ils ont voulu voir un peu quelles étaient les tendances des langages et montrer que React était de plus en plus, était plus utilisé en 2025 que les autres. Donc voilà, c'était intéressant de voir sa conf. Je remettrai le lien de la petite présentation dans la description du podcast. Après, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'on aura bientôt des formations, comment réapprendre à coder après le vibe coding? Ou comment refaire, le code, caca généré par mon IA? Heu, non mais c'est un troll, mais on va avoir du boulot pour rattraper tout ça, je pense, hein, Ouais, là par en tout contre, cas, le but, je pense, des écoles et des centres de formation aujourd'hui, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, parce qu'il n'y a pas vraiment de méthode encore claire, mais c'est de donner les billes pour que les formateurs utilisent bien ces technos-là. Typiquement, un des trucs qui est fondamental chez nous, c'est que, quelle que soit la façon dont tu codes, tu es responsable du code que tu pushes, par exemple. Et parce qu'on a pu voir, et même j'ai pu le faire à un moment, dire ah non, ça bug, c'est l'IA qui va coder ça. Bon, et il faut qu'on se débarrasse de ça et qu'on assume le code qu'on écrit, qu'on se responsabilise. Et typiquement, dans nos formations, c'est pas très OK de montrer au formateur un bout de code qu'on n'a pas compris, par exemple. C'est si t'as pas compris, demande à l'IA de le refaire autrement ou de t'expliquer si tu as envie de passer par l'IA, mais il faut que tu maîtrises le code que tu publies. Et j'espère qu'on n'aura pas besoin d'aller à cette deuxième phase de corriger le code du coup si on fait bien ça là. non mais un truc qui est plus Aujourd'hui, inquiétant les par étudiants. ah vas-y. Ah, pardon. Vas-y. Aujourd'hui, les étudiants, il y en a certains, effectivement, ça les gêne pas, hein, de montrer du code qu'ils comprennent pas, l'afficher même dans leur slide et tout. Et ça, en vrai, ça pose un peu des questions parce que tu leur dis, mais là, c'est quoi ce paramètre et tout, qui est un paramètre phare de la techno qu'ils utilisent, et ils sont incapables de te l'expliquer. Donc, comme tu disais, en fait, c'est aussi le rôle des ceux qui donnent les formations, les formateurs, de s'adapter et de revoir leur manière de faire. Mais il y a clairement quelque chose à faire, effectivement. Ça, moi j'ai un point d'inquiétude sur les jeunes là qui sortent d'école, alors je sais pas, c'est du bruit qu'on entend comme quoi, les boîtes recruteraient plus difficilement les jeunes, il y a des échos qui disent que: «Ah oui, mais de toute façon, il y a plus besoin des jeunes, l'IA fait mieux». Ça, moi, c'est des signaux très inquiétants parce que c'est les futurs seniors de demain, donc si tu les formes pas, tu les accompagnes pas, bon, ben, on fait comment demain, quoi? Heu, il y a des vraies questions qui se posent là-dessus et ouais, la formation, comme tu l'expliques Théophile, il va avoir une adaptation. Ma compagne est enseignant-chercheur à l'université. C'est difficile pour eux, l'intégration de l'IA aujourd'hui. C'est très difficile. Il y a des profs qui n'y arrivent pas du tout, qui sont pas prêts. Il y a des facultés, ils sont à la préhistoire encore, hein. Il y a une faculté dont je tairai le nom qui est toujours des polycopiés en cours. Vous savez, avec le rétro, et cetera, quoi. Voilà, donc à l'ère de l'IA, c'est un choc pour eux. Peut-être pour Après, modérer. peut-être changer d'approche aussi, d'avoir une approche, disons, par exemple, au lieu de se dire, bon, le gars, une fois qu'il aura fait un code sale, comment il va faire pour revenir en arrière? Peut-être pendant la formation même ou même pendant qu'on fait un cursus, universitaire ou autre, enfin, peu importe ce qu'on va apprendre, de montrer l'IA un peu comme un allié, c'est-à-dire, pas forcément, dire: «Bon, voilà, tu comptes que sur lui», mais nous apprendre justement, on parle de bien utiliser l'IA, peut-être essayer de nous, poser des critères de qu'est-ce que ça signifie de bien utiliser l'IA, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire?
et à partir de ça, peut-être donner, les jalons qui vont permettre de dire: «Bon, bah, voilà, si tu veux pouvoir apprendre avec l'IA, mais sans perdre toi-même, ce que tu es en train d'apprendre et puis bien l'intégrer, bah, il va falloir que tu mettes en place ça, ça, ça», tu vois? Ça peut être par exemple, tu vois, dans l'apprentissage, enfin, vous voyez, dans l'apprentissage, il faut être très actif, en fait. Déjà, il y a ce principe de dire, effectivement, il faut la pratique, il faut être actif. Quand on écoute une vidéo, quand on lit un article ou quelque chose, c'est très important de prendre des notes parce que, si vous voulez, ça facilite les connexions et la mémorisation de ce qu'on fait et si on met une part d'activité, dans ce qu'on fait et qu'on pratique, par exemple individuellement et après on se dit: «Bon, bah, là, je vais utiliser, l'IA à tel moment parce que ça y est, j'ai compris ce que j'ai fait, à cet endroit-là», bah, peut-être qu'il y a un moyen d'avoir un combo, entre les 2 qui peut apporter autant à la personne, mais toujours avec l'IA sans rejeter, complètement l'IA, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Mais je verrais plutôt quelque chose comme ça, de faire avec les nouveautés de l'époque, heu mais voilà, autrement que ce que nous on a connu, hein, évidemment, parce que nous on n'a pas eu d'IA quand on apprenait plus jeune. Mais, peut-être garder un peu des 2 quoi. Un peu comme dans Stack Overflow, hein, au début, on copiait collait du code sans comprendre et puis une fois que l'application marchait, on se disait: «Bon, c'était quoi ce code en fait? Ah oui, oups». Des choses qui étaient pas très correctes et cetera, mais ouais, ouais, je suis d'accord, Ouais, Et je suis ça d'accord. J'ai pose la l'impression que question. l'inquiétude des jeunes face à l'IA ressemble énormément à l'inquiétude des gens un peu plus âgés que nous quand on était plus jeunes par rapport face à leur Oui. rapport par rapport à Stack Overflow. Les gens disent oh, il m'a mis Stack Overflow dans les slides ou il a même pas relu son code. Et bon, et finalement, on peut considérer peut-être qu'on s'en est bien sorti et du coup espérer que la nouvelle génération trouve aussi une façon de s'en sortir comme nous on l'a fait. Et voilà, je suis plutôt optimiste, même si effectivement on trouve toujours des cas de gens qui s'en servent mal, mais je pense pas que ce soit propre à une génération. Et, euh, et ça se trouve, dans pas longtemps, ils nous foutront une grosse claque, hein, sincèrement, bien mieux que nous. Et je sais pas comment, mais, mais on peut pas l'inventer, ça sera de le trouver. Après, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est une petite divergence, c'est que moi je trouve qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, les petits jeunes, là je vois dans mes belles-filles ou mon nièce, etc., ne savent plus se servir d'un PC. Ils savent très bien se servir d'un téléphone, d'une Mmh. tablette. Un PC, c'est hallucinant. J'étais persuadé quand j'étais ado et tout que ça allait exploser, que les gens allaient être de meilleurs avec le temps, allaient vraiment progresser. Et en fait, c'est l'inverse. Il y a eu une sorte de courbe quand on était tous les bidouilleurs à monter nos PC là, à faire les momolan là le week-end, et cetera. On se faisait des réinstalls de Windows XP à l'arrache, pour pouvoir jouer à CS. Tout le monde bidouillait en fait et aujourd'hui, bah, tu te rends compte qu'ils bidouillent plus, quoi. Alors ils voient les composants d'un PC au collège, en fait, ils comprennent rien, ils s'en foutent. C'est: «Non, moi, c'est bon, j'ai ma téléphone, ça me suffit». J'ai Mais lu un article, maintenant il y a carrément des mecs qui s'amusent à prendre leur vieux smartphone pour en faire un serveur, pour héberger leur site ah dessus. oui, ça, Ouais. Je sais pas si vous avez ouais, vu ouais, l'info? ouais, si, si, ils hébergent du cube dessus. Il y en a qui ont fait des clusters cubes avec des smartphones, ça coûte pas cher, ça tient bien et ça fait réutiliser les vieux trucs. Et ouais, ouais, c'est marrant. Mais bah, quoi, il en on reste verra ce maintenant. que ça donne les petits jeunes, quoi. Mais ah, je sais pas si vous avez vu ça, il y a des jeunes en cours, il y a un prof j'ai vu un article, un prof qui va engueuler un jeune parce qu'elle était sur son téléphone et en fait, il a découvert qu'il y avait le PC d'ouvert et qu'en fait, le téléphone était connecté au PC et elle se servait du smartphone pour prendre ses notes parce qu'en fait, elle tapait plus vite sur le clavier de son smartphone que sur le clavier du PC parce qu'elle savait pas taper, en fait, sur un PC. C'est juste, voilà, ça fait un peu mode vieux con là, hashtag vieux con quoi, mais ouais, on j'ai l'impression des fois, ouais, d'être un peu old school, vis-à-vis de ça quoi, de pas trop comprendre parce qu'ils sont beaucoup moins rapides, ils se ferment des portes en fait, entre guillemets, voilà. Ah, côté Facebook, ils ont annoncé la fin des téléphones dans pas longtemps, donc peut-être qu'ils auront pas le choix de revenir aux ordi. Allez, on va repasser, au un peu justement, qu'est-ce que vous en 2025, quelles sont les news, qui vous ont, marqué? Aline, côté React, je crois que tu voulais parler de React Native. Alors, oui, de mon côté, bon, je suis plutôt au courant effectivement, de ce qui est fait côté front, côté environnement, React. Bon, React, à l'heure actuelle, ils sont à leur version 19.2. Ils sont surtout à des petites améliorations en ce moment, de, bah,
je vais y arriver. De leur écosystème. Donc, par exemple, on a l'arrivée du composant Activity. Par exemple, dans React, vous allez avoir un flag is visible et hop, vous affichez votre composant si c'est true. Bon, bah là, on va carrément avoir un composant Activity et à l'intérieur, vous avez un paramètre mode qui va prendre un true ou un false. Et au lieu d'avoir une condition dans son composant, on a un composant qui gère ça individuellement. Les autres nouveautés, alors je ne sais pas si vous êtes au courant forcément de ça, mais il y a souvent le use effect dans React qui a fait débat, qui fait encore débat sur son utilisation parce que c'est un hook qui est un peu particulier, qui est très très utilisé en même temps et qui provoque des soucis de re-render, notamment parce qu'il est assez difficile de distinguer dans le use effect en fait les événements et les effets que l'on veut obtenir. Il y a une histoire de dépendance, etc., qui peut provoquer des boucles à l'infini. Et bref, React a mis en place un use effect event, donc un hook qui est un peu plus solide a priori, pour pouvoir justement se détacher des dépendances qui n'ont pas de lien avec l'effet désiré et avoir donc quelque chose de plus solide et qui va moins provoquer ces soucis de re-render parce que ça cause des soucis de perf, etc. Donc une volonté toujours de viser la meilleure perf possible. On a chez React Native, en revanche, cette année, un changement majeur. React Native a complètement changé d'architecture de fond. Donc là, ils sont à la version 0.82 et la version 0.82 va garder la nouvelle architecture actuelle et il n'y aura plus aucune possibilité de garder l'ancienne, ce sera terminé. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de passer par un gros bridge pour pouvoir faire le lien avec le natif, ils sont passés par Fabric et Turbo Modules pour pouvoir faire le lien. Et pareil, toujours avec ce souci de plus de performance, plus de rapidité. Ils sont en train, donc ça c'est encore un peu en bêta, il me semble, de créer le moteur Hermès aussi. Alors ça c'est en fait un moteur qui permet de lire tout le JavaScript pour lancer votre application. Et ils sont en train d'en faire une première version, donc un Hermès V1 pour pareil avoir plus de rapidité et de performance sur le lancement des applications et leur fonctionnement. Donc voilà, globalement en 2025, on est plutôt sur une volonté d'aller toujours vers plus de robustesse, de performance, du code qui est plus actuel, de se détacher un peu du legacy, de ce qui a été fait avant. Voilà, globalement de ce que j'ai pu voir dans les nouvelles. Après, pour les autres technologies, je n'en sais pas plus. Je ne sais pas si Julien, Théophile, vous avez des trucs sur les langages qui vous auraient marqué. Camille aussi, je ne sais pas si... Sur les langages, pas spécifiquement. Moi, j'ai découvert Astro et React cette année parce que dans des projets perso, mais c'est pas mon cœur de métier. Du coup, je ne sais pas. Ouais, c'est vrai qu'Astro, moi je l'avais repéré aussi parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Oui. Notamment dans les confs. Enfin, je sais qu'il y avait un atelier qui était fait, qui a suivi pas mal de conférences. Je crois que c'était l'année dernière, je suis perdu dans les dates, mais je crois que c'était l'année dernière, on avait fait un truc avec quelqu'un d'Astro côté open source. Donc ouais, je trouve que 2025, c'était l'année de Astro. Et là, moi, je regardais, parce que j'ai un énorme doute quand est-ce qu'est sorti Java 24, parce que là, on a la tête dans Java 25 qui vient de sortir avec pas mal de nouveautés. Alors, pas forcément côté dev, il me semble, mais j'ai pas trop fouillé. Mais Java 24 avait énormément de JEP, de nouvelles features. Il y en avait 24 pour Java 24, c'était marrant. Et avec pas mal de choses sympas. Dans le lien, dans le lien de l'épisode, je mettrai le blog de Loïc Mathieu qui en parle largement mieux que moi sur les nouveautés de Java. Et après, moi, j'avais juste noté qu'il y avait Wasm 3 qui était sorti, mais pareil, j'ai juste vu l'info passer, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Ne faisons pas de Wasm.
Après, moi, de mon côté, sur les langages, je suis SRE, je fais du YAML, YAML Engineer, donc c'est pas mon truc. Après, non, il y a Rust, c'est marrant, si vous pouvez le suivre aussi, c'est assez drôle, c'est la guéguerre côté noyau Linux sur Rust versus C, les dramas qu'il y a eu, etc. J'ai suivi un peu ça cette année aussi, c'était assez drôle, mais Rust monte pas mal quand même. Il y a de plus en plus d'outils GNU Linux qui sont recodés en Rust aujourd'hui. Il y a eu un find qui a été recodé par exemple. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je sais plus. Mais voilà, de plus en plus en fait. Le grep, tous, hein. Le cat. Ouais, c'est ça. Mais bon, moi après, tu vois, le Rust par exemple, je comprends pas grand-chose. Donc je laisse les gens faire qui savent faire et j'utilise. Au FOSDEM, il y avait des super confs dessus. Enfin, sur justement ces outils qui étaient portés en Rust. C'était hyper intéressant. Et ce qui m'étonne, j'étais en train de regarder justement les stats GitHub en termes de langage de programmation, et dans les 10 premiers, on voit toujours pas Rust. Le 10e, c'est Go, avec C qui est 9e, etc. Enfin, je ne vais pas tous les faire, mais voilà. Et en fait, en tête du classement, ça a bougé. C'est TypeScript est passé devant Python. Voilà, ça, c'était ce que j'ai pu voir. Mais ce classement, il est fait comment? Parce que je pense que c'est quand même plus facile de se lancer sur un petit projet et faire un truc en JS, en TypeScript, plutôt que partir sur du Rust tout de suite. Donc la masse fait que... Ah oui, carrément. Ouais. Je sais pas comment ils font leurs stats, mais ça doit être par rapport au projet ou aux tags positionnés sur les projets, ce genre de choses, quoi. Après, c'est vrai qu'ils avaient sorti un article, et pareil, je le mettrai sur le blog du modérateur, où ils expliquaient un peu l'année sur 2025, sachant qu'il est sorti quand même, je sais plus quand c'est. Il était publié début novembre, donc en fait, on va déjà oublier les mois de novembre et décembre pour ce genre de stats. Mais bon, voilà, c'était intéressant de voir que JavaScript était longtemps en premier, et après ils se sont fait dépasser par Python, et en fait maintenant Python redescend un tout petit peu, mais pareil, ce sont des langages que j'utilise pas très souvent. Dans les outillages en Rust, qui, moi en tout cas, m'ont parlé sur cette année, il y a toute la suite de Astral. Donc en fait, c'est de l'outillage Python écrit en Rust, et c'est game changer. C'est vraiment super rapide. Donc j'avais commencé avec Ruf, je sais pas trop comment on prononce ça. C'est en fait un formateur, linter. Avant, fallait avoir 2 librairies différentes. Là, il y en a qu'une, et en plus, c'est vraiment super rapide. Et en fait, après, j'ai découvert, ils ont aussi UV. Du coup, lui, c'est un package manager, project manager aussi. Donc en fait, ça va remplacer Poetry, PyPenv, tout ça. Et ça va vraiment ressembler à ce qu'on peut avoir côté PNPM ou NPM. Alors, je maîtrise un peu moins, je suis désolé si la comparaison ne va pas, mais c'est comme ça que je l'associerais. Et ça permet aussi de gérer toutes les versions de Python qu'on a sur notre poste. Donc aujourd'hui, en fait, avec UV, on clone un projet, on fait le UV5 sync, et il y a Python qui s'installe, le virtualenv qui est créé, les paquets qui sont installés, etc., etc. Et ça permet aussi de gérer juste les librairies qu'on installe en global sur son poste dans des conteneurs isolés, donc sans qu'il y ait de problème de dépendance entre les 36 outils qu'on a installés de Python. Donc hyper intéressant. Et récemment, ils ont sorti, pareil, je ne sais pas le prononcer, TY, qui lui est un type checker, donc toujours en Rust. Alors il est qu'en alpha, donc à essayer, mais pas à mettre en prod. Mais c'est prometteur. Toute la suite, vraiment cool. Ouais, je connais que UV, je sais pas comment on dit, pour l'avoir testé sur un petit projet, et puis on en parlera après aussi. J'ai entendu parler de ça dans un contexte un peu moins fun, mais voilà. Je sais pas si est-ce qu'il y a d'autres outils qui vous viennent en tête, ou d'outillage sur 2025.
Je vais pouvoir enchaîner. Moi, c'était, alors du coup, dans le contexte de mon client, je travaillais sur des outils de feature flipping et de mock, et il y a 2 outils qui ont intégré à la SNCF, c'était Open Feature et Microx. Du coup, Microx, c'est fait par des Français en plus. Du coup, c'est marrant aussi, moi, je trouve, de suivre l'évolution des projets de la SNCF parce que ça peut annoncer des tendances à venir. Ils ont été mis dans leur truc incubateur, on parle d'incubateur. Et derrière, ils ont passé à l'étape d'après. J'ai plus l'état en tête, mais ça permet de voir déjà qu'il y a beaucoup plus d'utilisation et potentiellement, ça peut aussi donner des tendances sur l'année. Et je les avais vus arriver à partir de ce truc-là. Donc, je trouvais ça intéressant. Et je sais pas vous, mais bon, moi, cette année, j'ai travaillé sur Renovate. Et il y a un outil qui suit, c'est Open Rewrite. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un outil qui permet de créer des recettes de migration. Ça évite, enfin, ça permet de modifier justement des fichiers dans vos projets pour faire par exemple, des migrations techniques. Par exemple, là, nous, on va passer sur du Java 25. On essaye de créer une recette Java 25 un peu custom pour notre contexte, pour basculer nos applicatifs sur cette version avec moins d'intégration. Je crois qu'il l'avait poké chez Blabla, l'équipe, chez Blablacar, l'équipe développeur expérience. Ils n'avaient pas été satisfaits. Je crois que c'est celui-là. Peut-être que j'ai une connerie. Ils n'avaient pas été très satisfaits, je crois, du résultat. C'était pour gérer des déploiements à l'échelle, en fait, des modifications à l'échelle de tous les repos de la boîte, etc. Voilà. Je ne sais pas, mais j'avais vu un talk là-dessus qui était pas ouf, mais c'était peut-être le talk qui m'avait laissé une mauvaise impression aussi. Donc je serais curieux, si à un moment on pourra me faire un POC, j'en fie. Ouais. Et alors j'ai pas mis, enfin j'essaie de retrouver les liens justement parce qu'il y a eu une conf cette année au Devox, je sais qu'il y a au Defacenote aussi. Ça peut être intéressant. Et justement, j'avais appris que Quarkus a intégré des recettes Open Rewrite. Donc ça, je ne savais pas. J'ai découvert ça au niveau du Defacenote, justement. Donc c'est intéressant de voir que aussi ces outils sont intégrés dans des frameworks ou des outillages aussi. Théophile, tu as pas mal bossé cette année sur DuckDB aussi, non? Je l'ai vu dans pas mal de confs. Carrément, ça a été un gros sujet. Ça a commencé en 2024 quand, alors eux, ils ont commencé en 2018 en réalité, mais en 2024, ça a explosé et 2025, ça a continué, sur cette lancée. Donc c'est une base de données, où un seul client qui est tourné OLAP, donc Analytics, en mémoire ou en fichier. Et c'est surtout, ça peut être embarqué n'importe où. C'est vraiment dans le process. Il n'y a pas de serveur à installer. C'est un peu comme SQLite, mais accès analytics, data, tout ça. Des perfs vraiment top, parce que la plupart du temps, finalement, on n'a pas forcément besoin de très gros moteurs de transfo et le moteur DuckDB va suffire. Et cette année, en fait, ils ont sorti Duck Lake. Donc, c'est pas un produit, c'est une spécification. C'est une nouvelle spécification qui propose donc un lakehouse ou je crois qu'ils appelaient ça un Duck Lake. Toujours cette référence au canard. Où en fait, on va avoir. Ça va permettre l'historisation des données. Là où avant, on n'avait pas ça quand on fonctionnait avec des parquets, ou en tout cas difficilement. Les parquets, donc c'est un format de fichier compressé et optimisé, surtout colonne, pour l'analytics aussi. Et donc là, le côté storage va être dans ces fichiers parquets. Aujourd'hui, ça accepte que parquet, mais ils indiquent vouloir s'ouvrir à d'autres types de fichiers. Et toutes les métadonnées dans une table, enfin dans une base de données plus classique, plus standard. Ce qui permettrait donc en fait quand on fait une requête dans ce lakehouse, donc c'est tout en SQL, et en fait derrière on va interroger des parquets, les métadonnées dans les tables. Donc parfois il n'y a même pas besoin d'aller lire les données. Il y a le résultat qui est déjà en table et qui va être enfin la réponse va être tout de suite instantanée. C'est pas que ça, finalement, Duck Lake, mais je vous laisserai aller voir la spécification, c'est hyper intéressant.
Ça ressemble un peu, je crois que c'était Delta Lake qui existait aussi avant. Donc voilà, donc vraiment DuckDB sur l'année dernière, cette année, hyper intéressant, ça s'embarque partout. Ça, c'est très 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 cool. Et si on veut rester côté data, bah, il y a eu Airflow 3 cette année qui est sorti. Donc Airflow, c'est un orchestrateur de traitement plutôt orienté data. Cette version, elle était très attendue. Alors, je ne sais pas de quand date Airflow 2, mais en fait, Airflow, quand on l'installe, ça arrive avec tout son lot de contraintes de dépendance. Et c'était pas mis à jour depuis hyper longtemps, donc c'est cool d'avoir cette mise à jour où justement toutes les dépendances peuvent être mises à jour aussi. Des trucs comme SQL Alchemy et tout ça. Ils ont aussi, donc retravaillé lui, ils ont retravaillé le fait que aujourd'hui, quand on lance un DAG, donc c'est un enchaînement de tâches, donc chacune des tâches, en fait, ça va être des traitements sur la donnée. Euh, Quand on met à jour son DAG, bah, en fait, dans l'historique des occurrences qui ont été lancées, on ne savait pas quel était le DAG, enfin, quel était l'état du DAG. Donc, par exemple, si aujourd'hui, je mets en prod mon DAG, il y a une nouvelle tâche. Si je reviens sur les occurrences lancées précédemment, en fait, je vois pas qu'il n'y avait pas cette tâche-là. Ça, c'est un mis à jour, donc c'est ce qu'ils appellent le versionning. Pareil, ça va, c'est un peu bête, mais ça va être hyper utile. Et un dernier élément que j'ai noté, c'était leur côté event-driven qui revient en force. Et ça, c'est un peu pour se rapprocher de Dagster. Dagster, c'est une alternative à Airflow, mais beaucoup plus orientée. Je déclenche mes tâches en fonction de la mise à jour des données. Donc, bah, il y a telle table qui a été mise à jour. Donc, je vais lancer cette tâche-là par la suite. Donc, ça, c'est mes pipelines de données. Là où Airflow, c'était surtout déclenché avant sur des crons, des fréquences déterminées. Donc ça, c'est pareil, c'est intéressant, ce rapprochement vers l'event driven et vers Dexter. Ça existait déjà, mais ça a été amélioré sur Airflow 3. Côté infra, ce qu'on observe, c'est plus une consolidation de l'infrastructure. Il y a moins de hype qu'il y a pu avoir il y a 6-7 ans, on va dire, où ça sortait très régulièrement. Les choses à noter, c'est qu'au niveau GCP, il y a les Cloud Run GPU qui viennent de sortir. Il y a une vraie montée en puissance d'OpenTelemetry cette année. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir en œuvre chez BlaBlaCar. C'était très intéressant ce que ça pouvait apporter. Et puis, ça permet de standardiser tout ce qui était de la partie observabilité. Côté GitOps, pour les déploiements Cube, on voit aussi un accroissement du GitLessOps. Donc, c'est paradoxal. Le GitOps, c'est utiliser Git comme référentiel de la prod. Le GitLessOps, on utilise toujours Git comme référentiel des déploiements de prod, mais derrière, on les package. Et au final, on revient à un système de registry d'artefacts. Donc, on a un artefact pour notre mshard, pour notre image Docker et pour nos manifestes Kubernetes de déploiement. Voilà. Après, il y a pas mal de FinOps aussi. Les entreprises, tu en as parlé tout à l'heure, Jean-Phi, c'est le côté à une époque où on explosait les coûts avec le cloud. Bon, aujourd'hui, tu sens que tout le monde fait attention à ses coûts, surtout dans le contexte actuel. Et il y a pas mal d'efforts sur tout ce qui est FinOps, comment réduire les coûts d'infra, du cloud, etc. Comment faire en sorte de ne pas avoir trop de pods, pas avoir trop de nodes sur Kubernetes, par exemple, ou comment, quand on a un Datadog, ne pas se faire plumer parce qu'on envoie trop de logs ou trop de métriques custom. Donc un vrai effort là-dessus. Et donc ça accompagne aussi toute la mouvance SRE, qui vient originellement de Google, qui continue de croître et de s'imposer avec tout ce qui est SLI, SLO, etc. Voilà un peu pour côté infra. Et j'avais vu aussi, il y a un truc Kyverno, alors il y a aussi l'arrivée dans Cube. Ça, c'est intéressant de tout ce qui est l'admission controller intégré.
Avant, il y avait Kyverno qui existait. Aujourd'hui, ça commence à être en standard dans Cube avec de la mutation à l'admission et un contrôleur d'admission sur les ressources que vous créez dans Kubernetes. Kyverno est toujours là. Moi, je préfère Kyverno parce que c'est facile à utiliser et que ça marche très bien. Mais là, Cube fait l'effort et par contre, ça fait que tout ce qui est la partie Gatekeeper et avec les OPA, Open Policy Agent, petit à petit va baisser parce que c'est assez compliqué et il y a quand même des solutions aujourd'hui pour moins se galérer que ça. Voilà un peu pour les news côté infra. Et bon, là, on a parlé des trucs quand même cool. Est-ce qu'il y a des faits marquants dans l'année qui, du coup, étaient un peu moins sympas, on va dire? Je vais encore parler Kubernetes. Il y a eu un changement qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps, qui est assez impactant. Au départ, sur Kubernetes, pour exposer son service sur le web, on utilisait des ingresses. Il y a quelques années, il y a une nouvelle API qui est sortie dans Kubernetes qui s'appelle la Gateway API. Et au final, on se retrouvait avec les deux qui vivaient ensemble, qui, je pense, vont encore vivre ensemble très longtemps. Mais Kubernetes, le SIG, Kube, mettait à disposition un Nginx Ingress Controller qui permettait, en fait, avec un Nginx, d'exposer ces ingresses sur le web. Et ils ont annoncé, là, en fin d'année, que c'était terminé, les Nginx Ingress Controller, ils le tuaient. Il y a beaucoup de gens dessus. Chez mon client, on est impacté. Heureusement, moi, ce que je conseille, c'est Traefik. J'avais déjà utilisé Traefik, c'est très bien Traefik. C'est français en plus, Cocorico, c'est un ancien de Zenica qui l'a fait à Lyon. Ça marche bien. Et en fait, juste avec un flag, un paramètre, il supporte les annotations de l'Ingress Nginx Controller. Très, très pratique pour migrer. Voilà. Après, dans les autres choses, moi qui me concerne, c'est les pannes des cloud providers. On est passé sur le cloud en espérant qu'il y ait moins de pannes. Il y a effectivement moins de pannes, mais quand ça tombe violemment. La panne AWS, à chaque fois que la région US East 1 est touchée, c'est toujours la merde pour tout le monde. La moitié d'Internet tombe. Là, il y a eu Cloudflare, ça a été la même. Azure aussi. Moi, paradoxalement, on était sur Azure, mais on n'a pas été touché. Tout n'était pas touché. Donc voilà, c'est un peu chiant, quoi. Avant, quand quelqu'un tombait, il hébergeait son code, son appli, il tombait tout seul comme un grand. Aujourd'hui, quand un provider tombe, tout le monde tombe. Et les clients en face, des fois, les utilisateurs ne comprennent pas parce qu'ils ne maîtrisent pas toutes ces notions d'informatique. Donc, quand vous avez des clients B2B qui vous disent vous êtes tombé, vous êtes cassé, ça ne marche pas, et ils viennent vous réclamer de l'argent, etc., ça peut être compliqué. Alors, et justement, moi, je rebondis là-dessus. Est-ce que c'est pas justement l'année où on parle de plus en plus d'hybride, enfin de cloud hybride? Parce que je connais des clients qui s'étaient posé la question d'avoir justement leur infra qui Alors, pouvait se déployer sur d'autres clouds. Alors, il y a de multiplier les cloud providers, ouais, ça peut être une idée, mais c'est difficile à mettre en œuvre. Ça va avoir des coûts d'infrastructure assez élevés, parce qu'il faut remettre du VPC peering en place ou du tunneling, du VPN. Donc ça a un vrai coût. Après, il y en a qui se posent la question de remettre des data centers un petit peu en local. Mais ouais, c'est compliqué aujourd'hui. Je ne sais pas trop où on va aller là-dessus. On a tout confié aux Américains. On n'a toujours pas de vrais concurrents en Europe. On a OVH qui essaye, Scaleway, qui est pas mal, mais c'est trop petit, trop léger, ça permet pas les économies d'échelle, les coûts sont très très agressifs côté provider américain, donc on est un peu enfermé aujourd'hui dans tout ça. Mais pourtant, je sais que Google avait lancé des outils justement multi-cloud. Peut-être que ça prend pas, ou comme tu dis, ça coûte trop cher, ou alors on se dit que voler au plus vite, on monte l'infra, et puis ça marche, et puis tant mieux, on laisse de côté, et qu'au final, quand ça tombe, c'est là où on se repose les questions. Ah bah tiens, j'aurais peut-être dû faire ci aussi. Après, ce qui se passe, c'est que faut dire aussi que quand ça tombe, en général, ça tombe pour tout le monde ou beaucoup de monde. Donc au final, peut-être pour les concurrents ou choses comme ça, donc ça fait réfléchir. Bah ouais, carrément, ouais. Et bon, les trucs vraiment pas fun, c'est toutes les failles de sécu aussi. Il y en a eu pas mal, et c'est vrai que, bon, celles qu'on a discuté ensemble, celles qu'on a identifiées, c'est celles qui sont les plus récentes, mais je sais pas si on a eu plusieurs en début d'année 2025. En tout cas, qui vont en parler des dernières là qui sont tombées, qui piquent un peu là quand même. Là, on a eu dernièrement, il y a eu France Travail et Leroy Merlin. Il y a encore eu Leroy Merlin qui a annoncé
un truc, quoi. Moi, je considère qu'aujourd'hui, mes données ne sont plus privées. Avec toutes les failles où j'ai été touché, toutes mes données sont dans la nature. Donc maintenant, il faut plus mitiger les choses et être attentif. C'est fini, quoi. Enfin, je pense que là, avec tout ce qu'il y a eu comme fuite, tous les gens connectés comme nous qui ont des comptes un peu partout, etc., hormis si on s'amuse à faire des fake data avec faux nom, prénom, date de naissance partout, bon, on est foutu, hein. Alors, je sais pas qui avait passé le lien bonjourlafuite.eu.org, mais je trouve ça. Alors, déjà, le site, il est sympa, je veux dire. Peut-être un peu méchant, mais c'est sympa. Par contre, il y en a énormément, c'est incroyable. Certaines qu'on entend parler, comme France Travail, voilà, mais quand on regarde, on voit qu'il y a différentes mairies, il y a différentes fédérations françaises qui ont été touchées. Ah, c'est vraiment tous les jours, hein. C'est complètement fou. C'était sorti quand il y avait un enchaînement assez énorme dans l'année. Ce site-là, c'est Kiki qui a fuité aujourd'hui. Et depuis, c'est maintenu et ça continue de vivre. Ah, puis toutes les mairies, quoi. Enfin, c'est incroyable. Ouais. Bah, ça pose la question de la sécurité pour les PME, globalement, parce que les mairies sont des PME au final. Et c'est un peu la cata, quoi. Aujourd'hui, c'est de l'open bar pour les hackers. Donc, comment on éduque les gens à ça, quoi. Ouais. Il y a des formations à vendre. Je dis ça pour Camille, hein, et pour nous. Je note. Ok, et au niveau des failles de sécurité, voilà, il y en a encore une qui est tombée sur React. Où du coup, j'ai pas lu, hein, mais bon, j'ai cru comprendre qu'il y avait une faille qui avait été amenée sur un des packages sur une librairie qui, j'imagine, est utilisée sur pas mal d'endroits. Comme la dernière, Julien, que tu avais remonté côté Zenica, là, Shai Hulud. Ah ouais, alors celle-là, l'attaque par supply chain sur NPM, eh ben, chez mon client, on l'a prise. Et c'est pas lié à une manque d'intention d'un développeur, etc. Elle est venue par la CI, tout simplement, parce que lundi matin, bah, reset des runners de CI, on remet à jour le cache, on a pris la faille. Et comme à peu près dans beaucoup de boîtes, la CI a des droits élevés, et ben aujourd'hui, on considère que l'intégralité des mots de passe techniques de la plateforme dans l'entreprise sont potentiellement corrompus ou ont fuité. Donc là, on y est depuis plus d'une semaine maintenant à faire des rotations. On a encore pour une semaine et demie, on pense. C'est très long. Beaucoup de choses. C'est là qu'on voit à quel point quand on fait du B2C, par exemple, on peut être interconnecté à un certain nombre de prestataires de paiement, d'autres sites, etc. C'est hallucinant, en fait. Et on se tape aussi les inhérences des autres providers qui, par exemple, ne permettent pas de faire facilement de la rotation des clés d'API. Par exemple, avoir deux clés, on switch sur la deuxième, on rotationne la première, on switch sur la première. Voilà. Il y en a, on peut pas, on a des downtime. Et puis ça pose la question comment tu gères ça quand tu es en plein Black Friday Week et le vendredi et le Cyber Monday. Et très intéressant, et je pense que sur cette attaque-là, elle est toujours en cours. Donc faites gaffe, hein. Ça continue toujours. En fait, il y a toujours des nouveaux repos GitHub qui sont créés avec des tokens exposés. Donc le vert est actif. Et je pense qu'il y a des entreprises qui ne sont pas au courant aujourd'hui qu'elles sont touchées. Parce que nous, on a eu un dev qui avait mis à jour son YarnLock lundi. C'est Sentinel-One qui l'a détecté. Et on a détecté les scripts du vert sur son poste. C'était le seul qui a été touché parce qu'il a juste supprimé son YarnLock et il a repool tous les packages. Donc, D'ailleurs, Julien, tu peux nous dire, parce que moi, j'ai pas tout suivi ce qui s'est passé, vu que je touche pas trop ah NPM et ouais, ça. alors Mais Shailoulou, comment savoir si on n'est pas touché? Enfin, eh comment ben, aujourd'hui je alors vérifie Shailoulou, c'est une attaque par supply chain où en fait ils ont intégré un script de pré ou post-install dans des packages publics. Comment ils ont fait ça? Ils ont récupéré des tokens NPM registry et ils ont repoussé des packages avec leur script dedans. Donc les packages les plus connus qui ont été touchés, c'est Zapier et Postman. Banque de points, on utilisait Postman, voilà, même si on était en train de migrer sur Bruno. Et donc résultat, ce script se lance et il va installer, je ne sais plus l'outil là qui permet de scanner tout ton PC de tout ce que tu as comme credential. Donc ça extrait ton bash history, si tu as des qui passent, ça les embarque, ça extrait tes variables d'environnement, tes cookies de session. Et globalement, derrière, ça crée un repo GitHub si tu as un compte GitHub, ou alors ça en prend un qu'il a déjà en stock. Ça push les credentials dessus.
Et après, moi, j'imagine qu'il y a un robot qui scanne tous les repos parce qu'il mettait dans une description une phrase très spécifique, qui scanne tous les repos qui ont cette phrase-là et ils extraient. Donc aujourd'hui, ils sont dans une grosse phase d'extraction de données. Ils ont dû récupérer un paquet de trucs. Et après, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Je ne sais pas. Ça va être la surprise. Mais très violente cette attaque. Et on peut rien y faire. Hein. On l'a vu se faire. On a vu sur le PC les actions qui ont été faites. Parce que les runners, on ne sait pas quel runner a été touché de CI. Et il faut savoir que comment on l'a su qu'on était touché. C'est simplement quelqu'un, on avait un webbook Slack qui a fuité. Et en fait, à 1h du matin, entre la nuit de mardi et mercredi, on a reçu un message de quelqu'un, un webbook qui nous a écrit un message comme quoi il avait fuité, qu'on était touché. Et voilà, c'est pas pour vous demander de rançon, c'est juste pour vous dire prenez les mesures adéquates. Voilà, un truc de ouf, quelqu'un qui a dû voir nos données sur un repo, parce que les repos étaient publics, où c'était posté, qui a dû voir les données, qui nous a envoyé ça. Donc, quand même des mecs sympas. Ouais. Et pour le mitiger, il faut désactiver les scripts de pré-post-install sur NPM. C'est un conseil, il y a une variable pour le faire, il y a une option. Et dans la CI, on a mis aussi un check pour vérifier s'il n'y a pas les scripts qui sont là, de bun.js, ou je ne sais plus quoi, script.bun.js. Voilà. Moi, j'ai une dernière petite faille de sécurité. Je l'avais découvert quand j'avais participé au podcast de Clever Cloud, là, le Massy, où justement c'était une librairie Asynctar qui contenait une faille. Et comme ce projet avait été mis de côté par son créateur, ou sa créatrice, je ne sais pas qui c'était, le projet a été forké une première fois, et puis il a été forké une autre fois. Et du coup, la faille de sécurité s'est retrouvée sur les 3 projets. Et en fait, c'était un outil qui était utilisé sur UV, on en parlait tout à l'heure. Donc, un truc assez violent, et c'est là où ça montre aussi un peu les limites de l'open source, où, faute de pouvoir maintenir une lib, quelqu'un l'a forqué, et puis ça reproduit 2 fois, et ça pose quand même un petit problème d'avoir plein de projets qui existent, forqués, déforqués, etc. Et je trouve que c'est un peu problématique, et puis il y a d'autres cas, hein. Je pense que cette année, je ne sais pas si on a entendu des gros exemples, mais il y a quand même des mainteneurs qui abandonnent des projets ou qui abandonnent l'open source parce que ils ont autre chose à faire, et que faire ça sur le temps perso, c'est quand même, ça marche un temps, mais pas sur du long terme. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Et ouais, il y a un truc qui est pas cool aussi, c'est les montées de prix. Tu en as parlé, Julien, avec Postman, où du coup pas mal d'outils, dont Bruno ont eu la cote cette année parce que Postman a modifié, je crois, les prix. Je crois que les prix ou l'aspect cloud, je sais plus ce que c'est exactement. Mais... Ouais, c'est ça, ouais. Je confirme, mon client est en cours de migration, il restait plus que 10% des repos sous Postman. Ça fait pouner à cause de ça, tu vois, c'est un peu moche, mais ouais, Bruno, ouais. C'est Bruno qui prend le pas en ce moment, ouais. J'en entends de plus en plus parler aussi. Après, sur le pricing, il y a aussi le pricing IA. Il y a eu un article assez drôle où comment une boîte a dépensé $37,000 parce qu'ils faisaient du agent to agent et qu'en fait, ils se sont mis à se parler. Tu peux me reposer la question, ils t'envoient la réponse. On ne comprend pas, tu peux éclaircir, puis ils renvoient la réponse. Et puis, $37,000. Voilà. Donc, attention à ça, quoi. Et il y a des trucs assez drôles. Je pense qu'il y a des boîtes, ils vont pas se rendre compte, quoi. Ils vont se taper des factures en IA, ça va être assez drôle. Enfin, drôle. De le voir de l'extérieur, pour eux, non. Mais voilà. Ici, une nouvelle un peu pareil dans l'infra, j'en ai plein moi en fait. Minayo qui sort de l'open source. Je ne sais pas si vous connaissez Minayo, ça juste c'est scandaleux. Enfin, moi je les aimais pas déjà parce qu'on a vu affaire à eux il y a quelques années et quand on leur demandait des issues sur GitHub, etc., c'était pas très cordial leur réponse et globalement on avait des vrais use case métiers, ils nous avaient envoyé chier. Et là ils sortent carrément de l'open source quoi. C'est peut-être tant mieux d'ailleurs, mais c'est dommage parce que l'outil à la base était bien. C'est un peu triste de voir ça. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les nouvelles versions seront plus open source, c'est ça? Il faudra les contacter pour prendre une formule payante, quoi. Ouais, ça faut payer en fait, t'as pas le choix. Et en fait, ils ont supprimé une partie des features à une époque aussi du repo public. Et là, ils viennent clairement, là c'est hier ou aujourd'hui, de mettre un message comme quoi le repo passait en maintenance mode, qu'il n'y aurait plus de nouvelles PR acceptées, et voilà quoi. Ouais, ouais, c'est dommage en tant qu'utilisateur ou utilisatrice, mais il y a d'autres outils, hein. Il y avait eu des rumeurs sur Flux CD en GitOps
où ils se posaient la question parce qu'ils en avaient marre de travailler gratos en fait pour des grosses boîtes. Il y a des grosses boîtes qui en profitaient à mort et qui payent pas en fait, quoi, qui sont même pas foutus de donner 5 000 $ pour aider les contributeurs, quoi. Donc, ça s'est pas fait, et j'espère que ça ne se fera pas. Mais il y a une rumeur qui disait que Flux pouvait peut-être sortir de l'open source. Ah, mais ils avaient eu des soutiens quand même, hein, de plusieurs grosses boîtes en disant non, Ouais. mais même si le projet s'arrête, on sera là, on continuera à contribuer sur le projet et, entre guillemets, offrir du temps à leurs employés pour contribuer sur le projet. Ouais, il y a Microsoft qui a fait ça beaucoup dessus. Je crois GitLab aussi, Et- mais yes. Et puis bon, vu qu'on parle de prix, il y a une petite dernière qui est quand même pas cool, c'est Meetup qui a augmenté les prix assez violemment. Et pour avoir un peu subi le truc aussi, c'est qu'ils avaient une API Meetup qui était quand même assez sympa. Et en plus, ça permettait de récupérer pas mal d'infos communautaires et de travailler et de les mettre à dispo sur un projet sur lequel Aline travaille, sur les communautés. Et du jour au lendemain, ils ont supprimé l'API, quoi. Et j'ai beau chercher l'info, je ne retrouve toujours pas l'article de blog, la communication, où ils indiquent que leur API était supprimée. Donc, heureusement qu'il y a des flux RSS. Perfectible, certes, mais en tout cas, c'était quand même pas cool, parce qu'on a quand même perdu des infos et les contournements ne marchent toujours pas terrible. Donc, voilà, c'est un truc pas cool de cette année qui m'a pris un peu de temps aussi. Ouais, dommage. Ça aurait été un bon moyen d'avoir un site pour répertorier justement les communautés tech françaises et les événements qu'elles proposent. Et du coup, ça nous limite dans nos actions, tout ça. Ouais. Bah ouais, parce que dans les flux RSS, il n'y a pas toutes les infos, le support répond pas. Donc quand tu veux récupérer un événement et que tu n'as pas la date, c'est quand même gênant. Oui. Ah, et en plus, c'est the information dont tu as besoin, Saxi. Donc ouais, quand il n'y a pas la date, Bah ouais. Donc, effectivement. pour en discuter avec les personnes, orga côté Bordeaux, ils ont mis en place un site, c'est la grappe numérique, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et en fait, eux, ils utilisent une lib qui va parser le HTML de Meetup pour récupérer la date. Et ouais, moi je sais que sur Nantes, en fait, l'application, l'API, je l'ai aussi sur Nantes. Et en fait, il y a pas mal de communautés qui basculent d'outils, justement, pour aller sur Mobilisons, pour aller sur Helloasso, Eventbrite, pas trop de migration, mais il y a quand même des assos qui sont dessus. Donc, je voulais éviter d'aller parser les pages HTML de tous ces sites-là. Mais ouais. C'est peut-être la solution aujourd'hui, malheureusement, pour avoir ce qu'on veut. Bah ouais, j'ai même voulu mettre de l'IA, on n'en parle pas trop, mais j'ai voulu en mettre et bon, ça marche pas trop, quoi. Ça marche, mais du coup, l'API, elle met quand même pas mal de temps à répondre pour aller choper tout ça, donc il faut que je Ouais, c'est ce que tu me disais, c'est surtout une question de temps, ça finit par faire un peu cracher les trucs. Ah bah ouais, parce que, ouais, juste un cas, je sais que par exemple, c'est côté Agile Tour, ils ont créé tous les événements jusqu'en 2026. Et en fait, pour chaque événement, il faut aller chercher la date. Sauf que parfois, même en ayant Gemini 3, unitairement, ça marche, mais sur certains événements, c'est toujours les mêmes, il ne veut pas prendre la date. Donc en fait, je lui dis, mais vas-y, recommence, allez, recommence. Je lui ai dit, recommence 3 fois max. Et en fait, pour l'Agile Tour, ça marche jamais, en fait, alors que les événements, ils sont comme les autres, hein. Mais ouais, donc forcément, quand tu as 15 événements ou 20 événements où tu appelles 3 fois Gemini pour aller chercher l'info, bah boum, quoi. C'est logique. Ouais. Mais bon, on va trouver une subtilité, hein, mais ça prend un peu plus de temps. Ok, bah, je pense qu'on arrive au bout de toute cette actu. Alors, on n'a pas forcément parlé de tout, bien sûr, mais bon, on pourrait rester encore très longtemps à discuter de tout ça. Moi, j'aimerais bien, avant de conclure, de trouver des trucs que vous avez découverts et qui sont soit fun, soit totalement inutiles, parce que ça arrive aussi, ou, je sais pas, le petit truc du moment que vous avez découvert, je sais pas, cette semaine et qui va vous animer un peu en 2026. Je sais pas, Aline, toi, si tu as quelque chose dans ce sens-là. Eh bien, un petit truc rigolo que j'ai découvert grâce à un article de Corben sur son blog. Il en a parlé, c'est l'outil GitTypes. En fait, c'est un petit outil un peu gaming. Dans votre terminal, vous installez donc le GitTypes. Vous le liez au repo que vous voulez. Vous
pouvez prendre le repo, par exemple, GitHub de React, enfin, c'est tout ce que vous voulez. Et ce que va faire GitTypes, c'est qu'il va vous faire taper du code, mais il faut aller le plus vite possible. En fait, vous avez un petit tableau qui s'affiche sur votre terminal avec des vitesses, tout ça, etc., et un score, et il faut taper des fonctions le plus vite possible, etc. Corben, ce qu'il écrivait, c'était assez intéressant. C'est vrai que, comme disait justement, on parlait d'IA, on a tendance à perdre un petit peu ce petit côté de taper les fonctions. Et ce qu'on a besoin à la main, c'est peut-être un moyen amusant de s'obliger à garder un petit peu les petites habitudes de taper son code. Bon, ça reste un peu passif parce que là, on n'est pas sur la compréhension forcément de ce qu'on va taper. On peut chercher à le faire si on veut, hein. Mais voilà, c'est plus un petit jeu. C'est assez rigolo, je l'ai testé et franchement, c'est rigolo à faire comme ça 5 minutes le matin pour se remettre des petits blocs en tête. Alors voilà. Super. C'est vrai que j'ai regardé, c'est fun. Ça sert pas à rien, mais c'est fun. Oui. Théophile, toi, je suis sûr que tu as une sortie un truc sympa. Non, même pas, même pas. C'est un repo, mais par contre, ça m'a surpris. C'est un repo proposé par Apple. Donc ça concerne toujours de la data et en fait, c'est un outil donc hors ligne, enfin ouais, en local, full local, une web app qui embarque DuckDB en WASM et qui fait en gros ce qu'on proposait avec Benjamin là, avec Traxi, mais en plus poussé. Et quand j'étais tombé dessus, j'ai fait ah ouais, ok. Et donc en gros, l'idée c'est on upload ces données sur la web app. Et il y a toute une visualisation et qui est dispo avec du clustering et tout et un moyen de requêter facilement. Donc en vrai, c'est hyper cool parce que tout ça fonctionne juste en local, dans son navigateur. Il y a rien à installer, même pas besoin de connexion une fois qu'on a chargé la page. Et il y a rien qui est envoyé, évidemment, sur des serveurs. Voilà, c'est assez catégorisé mais pas très fun. Ouais, t'as découvert. Voilà. Merci. Et Camille, tu as quelque chose? Ouais. Alors c'est pas récent, mais c'est lié à une passion, une énorme passion depuis quelques années. J'adore faire de l'art avec du code. C'est une grosse passion depuis quelques années. J'ai eu même la chance des fois d'être un peu exposé à l'international. Et là, c'est une vidéo qui s'appelle Introduction au fragment shader de Kishimitsu. Et donc quand on fait des fragments shader, donc les shaders, ça peut tourner dans un navigateur. En tout cas, c'est ce que je fais. Et il y a deux grosses parties, les vertex et les fragments. Les vertex, c'est la partie qu'on code en GLSL, qui est un peu l'assembleur de la carte graphique ou le C de la carte graphique, qui permet de gérer la 3D. Et le fragment shader, c'est la 2D. Et il y a une discipline qui consiste à faire en vertex un carré ou en rectangle de la taille de l'image et d'utiliser uniquement les fragments shader pour dessiner dedans. Et du coup, on se retrouve avec toutes les fonctionnalités qu'on a en GLSL pour dessiner une image en 2D. Et ça m'amuse beaucoup. Et je trouve que cette vidéo, elle est fascinante parce qu'elle montre à quel point, en quelques lignes de code, on peut faire des trucs super puissants. Et voilà, je vous mets des fils de regarder, de ne pas avoir envie d'essayer juste après de faire vous-même des trucs avec parce que c'est vraiment très ludique. Donc voilà, cette vidéo est très bien faite. Et voilà, j'ai approfondi un peu. Il y a d'autres vidéos si vous voulez creuser un peu plus le sujet sur mon blog si ça vous intéresse. Génial, merci pour l'info. J'avais déjà regardé, mais c'est vrai que bon, c'est peu pour moi, je crois. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Et quand je vois, je sais pas si c'est la même chose, tellement je connais pas, mais chez nous, il y a un Zenica qui fait pas mal de trucs avec du WebGPL et c'est super intéressant, je trouve. C'est top en tout cas. Donc ouais, je remettrai le lien de la vidéo. Ça marche. Merci bien. Julien, tu as quelque chose? Ouais, j'essaye de mettre un outil, j'arrive pas à prendre le temps et l'énergie de le faire, c'est Jujutsu. Jujutsu, c'est un outil pour faire du Git autrement. Ça vient se mettre au-dessus de Git. Globalement, chaque sauvegarde dans ton repo est un commit. Et après, il te permet de gérer de manière beaucoup plus simple les choses que Git. Parce que Git, des fois, ça me prend la tête. Donc, même si maintenant, je me suis mis à l'EasyGit qui facilite vraiment les choses. Je ne sais pas si vous connaissez l'EasyGit, mais utilisez-le. Là, ouais, c'est ça. Et Jujutsu, c'est un truc par-dessus encore. Bah, pareil, c'est Corben.
qui me l'a fait découvrir. Donc voilà, il y a ça. Et puis faire un peu des N8N aussi dans l'année en perso, voir un peu ce que ça donne, ce que je peux automatiser et ce que ça peut m'enlever de trucs chiants à faire des fois. Voilà. Donc qui me prennent du temps. Voilà pour moi. Ok, ouais, je connaissais pas du tout. Moi, pour ma part, j'avais un projet. Alors, c'est pas de moi, c'est j'ai trouvé sur le Slack de Zenica. C'était un projet, ça s'appelle Gitlog, qui permet de faire des petits replays d'un commit en particulier. Voilà, donc ça sert absolument à rien, si ce n'est que peut-être les personnes qui vont faire des conférences vont vouloir l'introduire dans les présentations pour montrer ce qui a été commité, mais bon, derrière, c'est fun, voilà, c'est fun, ça sert à rien. Après, sinon, moi, j'ai un autre truc du moment, c'est Javlit, c'est pour faire du front avec du Java. Et ça, rien que ça, c'est quelque chose qui prend de l'estime. J'ai appris à faire du front avec du JSP. Et là, en tout cas, je ne parle pas. Il n'y a pas un truc qui s'appelait GWT à une époque, non, pour faire ça? Si, c'est ça, ouais. Mais sauf que là, justement, c'est bien mieux, c'est bien plus moderne. Donc voilà. En tout cas, ouais, c'est un traumatisme, je crois, GWT. Hein. Je l'ai eu sur un projet, ils n'étaient pas très contents à l'époque. Bah voilà, mais on est tous passés par là. Pour tous ceux qui font du Java, on est passés par là. Et voilà. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop parfois le front. Et surtout qu'on n'y arrive pas à faire des trucs jolis. Mais là, avec ça, en tout cas, ça permet de faire des petits trucs sympas. Et voilà. Un petit découverte. Bien écoutez, on arrive au bout, si on veut dire, de cet épisode. Merci beaucoup pour votre participation. On va essayer de mettre tous les liens qu'on a cités pendant cette grosse heure dans la description ou dans le fichier de transcription, si jamais ça vous intéresse. Merci encore pour votre participation et votre temps. Et puis, on vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, ciao. Merci, ciao. Salut.